long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, je voulais simplement vous signaler la parution du livre de notre collègue Yann Onona. Voilà une plume que vous pouvez retrouver dans l'équipe, qui sort ce livre donc sur Victor Wembanyama, intitulé Victor Wembanyama exclusif, les coulisses de son arrivée en NBA. C'est aux éditions Solar et l'équipe. Pour vous la faire courte, je vous expliquais hier, si vous avez regardé ou si vous avez écouté le troisième épisode du podcast Hoop Culture qu'on a posté hier, je vous le présentais déjà. En gros, voilà, Yann, qui est un grand reporter de l'équipe depuis de longues années, qui est un ancien collaborateur de Rivers, a compilé dans ce livre le meilleur des articles qu'il a pu écrire au sujet de la montée en puissance de Victor Wembanyama au cours des années, et il a rajouté bien entendu quelques contenus plus récents pour donner un petit peu plus de corps à ce livre. La maquette est vraiment très belle, voilà, c'est aux éditions Solar, ça s'appelle Wembanyama, signé Yann Onona. Voilà, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à ce livre. Moi, je ne l'ai pas encore fini complètement, j'ai commencé à le picorer et ce que j'ai lu m'a beaucoup plu, donc voilà, je vous encourage à aller regarder ça. Et pour cette semaine, je suis rejoint par Shai et Antoine, comme d'habitude, le trio le plus efficace du podcast game, d'après ce qu'on nous souffle parfois à l'oreille pour nous faire gonfler les chevilles. En tout cas, nous, on a eu envie de parler de hiérarchie, effectivement, notamment de la hiérarchie de la conférence Est. Vous savez forcément le trade qu'il y a eu la semaine dernière impliquant l'arrivée de Damian Lillard au Milwaukee Bucks et celui plus récent de fin de semaine qui a envoyé Jrue Holiday à Boston. On voulait savoir un petit peu ce qu'il en était de la conférence Est, qui était les têtes d'affiche, qui allait se présenter directement, s'asseoir dans la salle en attendant le soir de la draft en disant bon bah les matchs si vous voulez on fait forfait, c'est pas très important, nous ce qu'on veut c'est surtout aller choper du jeune à la prochaine draft. Voilà un petit peu, on va procéder. Voilà, on a divisé la conférence Est en 5 grandes catégories. On a les favoris pour la finale, les outsiders, les candidats aux playoffs, ceux pour qui ce sera play-in maximum et ceux qui seront trop justes. En gros, ceux qui ont d'autres objectifs que d'être performants cette saison. Voilà un petit peu comment on va se répartir la tâche. Première question ouverte, Shai, Antoine. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui s'est passé en fin de semaine avait bouleversé la hiérarchie de cette conférence ? Comment est-ce que vous avez vécu ces deux trades qui sont arrivés quasiment coup sur coup ? Ouais. Je vais juste commencer par dire que je pense que ça a été un peu une sorte de chassé-croisé. C'est-à-dire que la hiérarchie, l'année dernière, c'était déjà Milwaukee et Boston qui étaient dans les grands favoris, même si au final, pendant les playoffs, ça c'est pas... Enfin, il s'est avéré que c'est pas eux qui sont allés en finale. Et j'ai eu deux sentiments un peu différents. C'est-à-dire que quand il y a eu le trade de Lillard, je me suis dit, bon, Milwaukee clairement arrive avec ses gros bras et c'est le favori de la conférence Est. Et la réponse de Boston fait que maintenant, je les mets à peu près sur un pied d'égalité. Donc voilà ce que ça a provoqué chez moi. Pour Antoine, je pense que c'est d'ordre un peu plus intime. Vu qu'on n'a pas pu trop... il était pas présent quand on a fait l'analyse du trade de Lillard, mais je pense que ça a eu d'autres effets que sur nous, par exemple. Je peux pas vous raconter le moment où je l'ai appris pour les bienfaits de notre audience. Ça sent Mais je peux vous l'Oktoberfest. dire que j'ai fait un CQFR déjà tout seul dans ma tête et même peut-être à voix haute au moment où Lillard a été transféré. Juste, je me suis pas filmé. Dieu merci. Je sais pas si ça a bouleversé la hiérarchie parce que d'un côté, ce sont toujours les deux mêmes équipes. En tout cas, bon, on anticipe déjà un peu sur le classement, mais pour moi, c'est toujours les deux mêmes équipes qui sont au top. Par contre, ça a justement renforcé leur domination et je dirais que ça a creusé l'écart entre ces deux équipes et le reste du troupeau. Déjà parce qu'évidemment elles se renforcent en faisant venir des All-Stars, mais aussi parce que c'était des All-Stars qui pour le coup étaient convoités par d'autres équipes de la conférence Est, ce qui aurait pu rééquilibrer. En fait, ces deux trades, ils auraient pu rééquilibrer la conférence Est et qu'on ait 4 espèces de locomotives. Au final, on se retrouve avec deux grosses écuries. Après, le trade de Lillard m'a surpris. Je pensais pas du tout que Milwaukee avait ça sous le coude.
Par contre, une fois que Holiday est arrivé aux Blazers, je crois que dois avoir une preuve WhatsApp quelque part que j'ai tout de suite dit, ou J-Chat, que j'ai tout de suite dit Jrue Holiday, ça va arriver à Boston. Ça, je le sentais gros comme une maison. Ou alors, c'était peut-être encore à l'Oktoberfest que je l'ai dit. C'est aussi une possibilité. Je le reconnais. Je l'ai dit à quelqu'un d'autre, je sais plus dans quel groupe je l'ai dit, mais je suis quasiment sûr je suis sûr à 99%. Il y a deux touristes slovaques. Il y a 2 touristes slovaques qui ont eu l'info avant tout le monde. C'est sûr. Une info, tu sais, ma prédiction. Je m'étais dit que c'était soit Boston, soit les Clippers. Je voyais ni Miami ni Philly dans le deal. Et ouais, du coup, on va en parler là, mais c'est vrai que ça fait 2 équipes qui, sur le papier, sont vraiment redoutables, quoi. Bah écoutez, ouais, pour répondre à la question que je vous posais tout à l'heure, en fait, je partage ce que tu dis, Antoine, dans le sens où j'ai l'impression que ça a creusé l'écart d'une certaine manière entre la tête de la conférence Est, et puis on va vite enchaîner avec, de toute façon, voilà, nos favoris parmi les deux plus grosses équipes de cette conférence. Mais j'ai l'impression effectivement que ça creuse l'écart avec le reste et que d'une certaine manière, ça ouvre la porte à d'autres équipes parce que finalement, tout le reste va être plus ouvert. Justement par rapport à ce que tu disais, Antoine, le fait que certaines équipes de la conférence Est convoitaient soit Damian Lillard, soit même Jrue Holiday et finalement ne sont pas arrivés chez eux, et que du coup on sait que les saisons c'est long, on sait que voilà, on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou d'un problème à un moment de l'année. On sait aussi que les 2 équipes qui se sont renforcées le plus, elles l'ont fait au prix de leur longueur de banc, et donc d'une certaine manière j'ai l'impression que ça ouvre un petit peu plus la conférence, dans le sens où je serais moins surpris peut-être si il y avait des équipes qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu et de profiter finalement de cette course à l'armement qu'il y a eu en tête de la conférence. Mais c'était aussi déjà parce qu'il y avait on le sentait, la conférence Est, on le disait souvent, qu'il y avait un écart avec l'Ouest. Mais les incertitudes qu'il y a autour de certains joueurs à l'Est aussi, on en reparlera peut-être au moment de parler de Philadelphie, mais et Miami qui a raté des choses, ça a renforcé, je pense, le sentiment qu'il y a. Dans ce dont on va parler, il y a un écart qui me semble, c'est ce que disait Antoine, un écart qui me semble plus important aussi avec le reste. Ouais, commençons alors par la première catégorie, les favoris pour atteindre la finale NBA, les favoris à l'Est. Bon, pas de surprise, moi j'ai noté sur ma feuille les différentes, j'ai noté les équipes que je voyais dans chacune des catégories. Je crois qu'Antoine, tu as fait de même. Moi j'en ai vu que 2, Milwaukee, Boston. Je pense que voilà, c'est... Trichons d'emblée, si on devait en mettre un des 2 là tout de suite, juste en rapide, si on devait se dire qu'il y en a un des 2 qui est devant l'autre, lequel est le favori à l'Est? C'est intéressant. Moi, je mettrais Milwaukee. Et si je dois y répondre, je mettrais Milwaukee parce que finalement, je pense que c'est l'équipe. Alors, ça peut paraître paradoxal vu les blessures qu'a connues Chris Middleton l'an dernier, mais je pense que c'est l'équipe finalement qui est la plus durable peut-être. J'ai l'impression qu'en longueur de banc, bon, ça peut vraiment se défendre, hein, mais que c'est un petit peu plus long quand même que du côté de Boston, même si des 2 côtés c'est vraiment court. Donc, je mettrais Milwaukee d'une courte tête. Parce que voilà, après, si je parle de Milwaukee, il faut que je parle de Boston, parce qu'en fait, c'est surtout, moi, ce qui m'a vraiment très étonné du côté de Boston, c'est que les Celtics se séparent de Robert Williams, que je trouvais être quand il y a eu le trade pour Porzingis, on avait fait un podcast, moi je trouvais que c'était un bon trade pour Boston, et je me disais, de toute façon, ils ont 2 big men qui sont vraiment, ils n'ont pas le même profil, mais les 2 peuvent apporter à leur manière de l'attaque et de la défense. Et au moins, ils ont les 2. Donc, s'il y en a un qui se blesse, il y a l'autre qui peut prendre le relais et ainsi de suite. Et là, du coup, tu paries ta saison sur le fait que Porzingis va tenir toute la saison le secteur intérieur, à moins qu'il y ait d'autres trades. Et puis là, on pourra parler d'autres équipes à un moment peut-être. Il y a peut-être d'autres joueurs qui pourraient devenir libres et intéresser Boston. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est le départ de Robert Williams. Je trouve que c'est une grosse perte du côté de Boston, personnellement. Si tu me garantis, moi, que Porzingis se blesse pas, et que ça tient à distance, je mettrais peut-être Boston un tout petit peu au-dessus, mais c'est parce que j'ai aussi quelques réserves. Je suis très content pour Lillard qu'il atterrisse là-bas, et ça va être offensivement, ça va être sans doute magnifique. Mais voilà, ça nécessite des ajustements sur le plan défensif. Il y a la question du banc dont on a parlé. Je suis franchement infichu de prendre parti, moi, personnellement, mais si Porzingis est à 100% et que ça ressemble un peu au Porzingis de Washington, j'ai envie presque de mettre Boston devant. Je ne sais pas si j'aurais pensé ça avant le trade pour Jrue Holiday, parce que Marcus Smart, pour moi, c'est une énorme perte. Mais avec son arrivée, allez, moi, s'il faut se mouiller, je vais dire Boston, moi. Ouais, moi, en fait, c'est dur pour moi de répondre parce qu'il y a trop d'affectifs. Mes 2 joueurs préférés que je joue dans la même équipe, j'ai du mal à rester complètement objectif. Mais sur une série Milwaukee-Boston, je ne serais pas non plus complètement serein si j'étais les Bucks, parce que j'ai l'impression que Milwaukee a vraiment les atouts pour
Que Boston a de quoi faire passer une sale série à Lillard. Moi, en tant que fan des Blazers, j'ai des images d'un Pélican Trail Blazers en playoff où Jrue Holiday était extraordinaire sur Lillard. C'est dur entre les deux. J'ai l'impression que Milwaukee a quand même un peu plus de puissance de frappe, mais et a plus de taille aussi. Parce que pour le coup, on parlait du secteur intérieur des Celtics, ça va être un problème toute la saison. Mais si tu regardes juste sur une série contre Milwaukee, bon courage pour aller te coltiner Yanis, Brook Lopez, etc. Bobby Portis en sortie de banc. Après, bon, je pense que d'ici les playoffs, l'équipe de Boston sera plus tout à fait la même. Mais voilà, sur la taille et sur l'affectif aussi, je le reconnais, je pense que je mettrais Milwaukee légèrement 1. Mais ça serait une série. J'espère qu'on aura vraiment. J'espère que cette saison on l'aura. On voulait cette série l'année dernière, on l'a pas eu. J'espère vraiment qu'on l'aura cette saison. Ça peut être incroyable. On parle de ça, mais il y a Jimmy Butler qui est en train de, qui va écouter le podcast et qui va dire les gars, je vais prendre 4 mecs de G-League et puis votre petite discussion, elle est sympathique, mais. C'est Théo qui lui envoie des SMS après. Il fait genre putain les mecs de Rivers. Il y a du tampering avec les mecs de Rivers. Non mais en fait voilà, si on dit, c'est vrai que moi je suis parti sur la notion de durabilité en fait des Celtics. Je parle pas en fait, je pense que de toute façon Milwaukee et Boston ont 2 des meilleurs 5 de toute la ligue, voire les 2 meilleurs 5 de toute la ligue. Effectivement, si on part du principe que tout le monde est en forme, que c'est les playoffs, que ça se joue sur une série entre les deux équipes, je dis pas forcément que je voterai pour Milwaukee les yeux fermés. Simplement, j'ai l'impression que finalement Milwaukee est peut-être mieux armé pour pouvoir naviguer la saison, même s'il y a des blessures, même s'il y a des absences à certains moments et compensées, que Boston, dans le sens où on l'avait dit de toute façon, Milwaukee a perdu, il leur faut d'autres défenseurs d'impact en périphérie, mais j'ai l'impression que finalement ce profil-là, il est peut-être plus facile à dénicher que de trouver un autre big man qui va pouvoir t'apporter de l'attaque et de la défense et être dans le schéma défensif de Boston où ça switch dans tous les sens si tu en as besoin en dernière minute. Donc c'est pour ça que j'aurais mis un mini avantage à Milwaukee. Pour l'instant, ils ont recruté, juste pour l'info, ils ont recruté Wenyen Gabriel qui va faire le training camp et qui était pas mal avec les Lakers et avec le Sud-Soudan en Coupe du Monde. Donc pour l'instant, c'est une rustine, quoi. En attendant peut-être de faire mieux. Je pense que tu as raison qu'il y a un moment de la saison où Boston va essayer de chercher un intérieur un peu plus spécialiste, peut-être. Ouais. D'ailleurs, je notais dans le CQFR, mais Boston a encore 2 ou 3 pics à échanger. Boston a encore du matos à balancer pour se renforcer, et notamment, j'imagine, je sais pas, Clint Capella, par exemple, tu vois. C'était bien sûr celui que j'avais... Mais il faut envoyer des salaires en contrepartie. C'est ce que j'allais dire. Et le problème, parce que finalement, vous en avez parlé dans le CQFR, mais ce deal de Jrue Holiday qui est forcément, c'est une très bonne nouvelle pour Boston de récupérer un joueur comme Jrue Holiday. Je notais quand même le problème du départ de Robert Williams. Et l'autre question qui va se poser, c'est la prolongation de contrat de Jrue Holiday. Les Celtics ont laissé entendre qu'ils avaient envie qu'il avait fait venir pour le garder. Il y a un moment où ils ne pourront pas payer tout le monde. Il y a encore la prolongation à venir du contrat de Jason Tatum. Il y a un moment, l'équipe va manquer de ressources, va manquer d'argent. Et dans le cas de Clint Capella, je pensais qu'on en parlerait plus tard, mais on peut l'aborder. Parce qu'effectivement, à Atlanta, je pense que c'est une équipe qui est intéressante, mais qui a quand même des problèmes en construction. Clint Capella, il lui reste encore 2 saisons pour 43 millions de dollars. Donc ça va pas être si simple non plus de pouvoir accueillir Clint Capella, qui effectivement, je pense, serait très bien en espèce de remplacement de Robert Williams, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes... défensivement, ils t'apportent pas exactement la même chose, mais la question, ça va être comment gérer tout ça, quoi. D'ailleurs, il y a un truc sur Boston. Donc, il y a Jrue Holiday et Kristaps Porzingis qui arrivent. Ça fait un 5 majeur assez impressionnant. Si on regarde par contre au niveau des départs, Malcolm Brogdon, Grant Williams, Marcus Smart et Robert Williams. C'est quand même 4 joueurs importants. Alors, Grant Williams a moins joué l'an dernier, mais c'est 4 joueurs importants de la rotation quand même. Pour 2 gars. Pour 2 gars plus forts. Mais même Grant Williams, tu as raison, était important quand même, parce qu'il était quand même au nœud des grands questionnements des Celtics l'an dernier en playoff. Est-ce qu'il aurait dû plus jouer? Est-ce qu'il rentrait dans le plan de jeu de Mazzulla? Et c'est 3 joueurs qui apportaient de la taille. Alors voilà, on sait que Jrue Holiday, il joue plus grand que sa taille en fait, dans le sens où il peut défendre sur plus grand que lui, voilà, effectivement sur le terrain, le 5 défensif de Boston, il est monstrueux en fait. Tu as de la protection de cercle avec Porzingis, les 4 autres ils peuvent switcher sur tout le monde et maintenir un niveau de défense impressionnant. Voilà, sur le papier c'est vraiment très fort. Par contre, effectivement derrière, tu tombes sur qui? C'est quoi? C'est Kevin Pritchard peut-être? Je l'appelle Kevin Pritchard à chaque fois. Peyton Pritchard. Le GM des Pacers. Ouais, Peyton Pritchard. Tu baisses vite quand même, quoi. Ouais.
Ouais, clairement, ouais. Après, bon, je pense que l'effectif des Celtics, il est pas complet de toute manière. Mais tu l'as très bien souligné, même si tu te renforces pendant la saison, aller trouver un pivot qui sera capable de faire, ce que Robert Williams en forme faisait. De toute façon, on l'a vu, hein, quand Robert Williams était là, c'était pas tout à fait la même équipe Ouais. Boston quand même. Mais, Et mais c'est du un coup, profil rare, quoi. là, je me pose la question parce qu'on en a discuté vite fait ce matin dans le CQFR, mais pour le 5, parce qu'on on imaginait Tete Horford en sortie de banc, mais je me demande si finalement, est-ce qu'ils peuvent pas faire une association Porzingis-Horford pour avoir une raquette un peu plus Moi, je pense que solide? non, je pense que Horford sortira du banc. Après, en playoff, c'est une Ouais. autre option, ça sera autre chose. Mais là, tu as quand même des joueurs qui, en saison régulière, en plus, peuvent vraiment tenir la route, je pense, et poser tellement de problèmes de l'autre côté du terrain que moi, je pense qu'effectivement, le 5, c'est celui, enfin, avec leurs 5 meilleurs joueurs, Mm. celui qu'on a, qui a été, enfin, qu'on a vu partout circuler sur les réseaux sociaux. Je pense que ça sera celui-là. Holiday, White, Brown, Tatum et Porzingis. Ouais, Offensivement, en fait, des 2 côtés du terrain, c'est monstrueux, quoi. C'est White, il continuera sans doute les joueurs les plus petits. Comme tu l'as dit, Holiday, il fait plus grand que sa taille, il pourra prendre des attaquants un peu plus massifs. Tatum, il avait progressé en défense. Enfin, il y a vraiment, s'ils arrivent à trouver, comme tu l'as dit, un système où Porzingis, tu le fais pas trop bouger de la raquette et que derrière les 4 autres, eux, ils se démerdent pour se battre à travers tous les écrans ou changer sur tous les écrans et constamment avoir un body en face de l'attaquant. T'as vu mon petit anglicisme, anglicisme Ton que très Bradley. classe. Moi, j'ai j'ai très bien bien aimé. calé. Ça te fait un 5 redoutable en défense, comme tu l'as dit. Et puis en attaque, voilà, Holiday, c'est un joueur intelligent. White, il peut mettre des tirs, il coupe bien. Holiday, il coupe bien. Tatum, Brown. Je trouve ça même. En fait, je trouve que Tatum et Brown, ils sont même mis dans des meilleures dispositions pour jouer leur jeu, plutôt Ouais, que de complètement. eux évoluer en fait. C'est-à-dire que si les Celtics n'avaient pas bougé, j'ai l'impression que Brown et Tatum, ils auraient dû devenir d'autres joueurs en fait. Et ça, tu as toujours une incertitude de savoir, mais est-ce que Brown, il va vraiment devenir ce mec-là? Est-ce que Tatum, ça sera vraiment un playmaker d'élite? Là, en fait, tu as moins à te poser la question. Ils peuvent juste jouer leur jeu de scoreur et les autres autour, ils vont s'adapter, quoi. Je suis d'accord parce que sur le terrain, avec ce 5-là, tu as 3 vrais créateurs qui sont pas. En fait, c'est marrant parce que c'est 3 joueurs dont c'est pas la qualité première. Je pense à Derrick White, Jrue Holiday et Jason Tatum, mais c'est 3 joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Et je pense que c'est vraiment 3 joueurs qui sont complémentaires. Je vois pas de guerre d'ego ou de problème sur qui va monter la balle, qui va initier les systèmes ou mettre en place les choses, qui va devoir se mettre un moment en spot-up pour écarter les défenses. Là-dessus, ça me semble vraiment super, super cohérent. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Moi, juste une pensée sur cette opposition Milwaukee-Boston, là, j'y pense en écoutant ça. Il y a quand même une question sur les coachs, je pense, parce que du côté de Milwaukee, tu as un coach qui va débuter dans cette position-là, qui va découvrir un effectif, et de l'autre, tu as un coach qui a eu des difficultés avec cet effectif-là. Enfin, une majeure partie des joueurs qui sont restés, ils étaient déjà là, et tout s'est pas idéalement passé, qui va devoir reconquérir peut-être ou faire ses preuves, refaire ses preuves cette saison, et je pense que ça peut déterminer, en tout cas en saison régulière, la question du rapport de force entre les deux. Mais bon, ça reste une question très très ouverte, je pense. Non, mais d'ici les playoffs, Sam Cassell, il aura complètement l'équipe sous la main, ça posera plus de problème. Non, mais t'as raison de le C'est souligner. Je important. pense que des 2 côtés, ça rajoute une pression énorme aux 2 entraîneurs parce que Ouais, c'est. Et notamment du côté de Boston, parce qu'encore une fois, il y a un moment, il faudra payer les gens, il n'y aura pas de l'argent pour tout le monde. Et donc, ouais. on sait bien comment sont les propriétaires. Quand ton équipe elle est championne, comment dire, ça justifie tous les, comment dire, tous les salaires, tout ce que tu peux te permettre. Si tu sors, si t'es pas champion ou voir si tu sors avant, ça remet tout en cause. Et donc, je pense que ouais, la pression sur Mazzola va être vite énorme, hein. D'ailleurs, l'ironie, j'ai l'impression que les Bucks, malgré le fait que Lillard a un plus gros contrat, qu'il ait son âge, etc., j'ai l'impression que les Bucks peuvent plus facilement d'un été sur l'autre reconstruire complètement autour du duo, se dire ok, ça n'a pas marché cette saison, on n'a pas été champion, bah on va dégager Brook Lopez, Chris Middleton, on va faire venir un truc plus complémentaire que Boston où Holiday et Porzingis, si ça marche pas, imaginons que c'est parce que ça marche pas, c'est des mecs qui sont plus sur une espèce de pente ascendante, mais tu vois, c'est pas comme. Tu as toujours ton duo Tatum Brown, mais j'ai l'impression que les pièces autour, tu les échangeras moins facilement que si demain les Bucks, ils ont besoin de transférer Portis, couper Brook Lopez, tu vois, des trucs à qui il restera un an de contrat ou le transférer à qui, tu vois, il sera plus. Il a été signé sur 2 ans, Middleton, etc. Ça sera plus facile de faire un espèce de lifting pendant l'été si jamais les Bucks venaient je sais pas, à se planter à nouveau, voilà, C'est vrai. par rapport à Boston.
Non, c'est intéressant. Et sachant que finalement, je pense que les deux équipes vont être très bonnes en saison régulière. Mis à part Cataclysme, je vois pas de problème. Moi, la vraie notion qui m'intéresse quand même, je pense que le baromètre sur lequel j'aurai l'œil, c'est vraiment l'état de forme de Chris Middleton. Ouais, Parce qu'en clairement. fait, je pense que si on retrouve le grand Chris Middleton, ça peut vraiment donner une autre dimension à cette équipe des Bucks, en fait. Vraiment très vite, quoi. Alors que Boston, je me pose moins de questions, en fait. Les questions que je me pose, c'est sur l'état de santé de Porzingis. Mais au-delà de ça, je pense que Boston comment dire, je pense que je mesure mieux un petit peu tu sais, l'image qu'on utilise souvent, tu sais, le plancher et le plafond de Boston. Pour Milwaukee, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une dimension supplémentaire si vraiment c'est une très grosse saison de Middleton. Ouais, C'est un d'accord. grand si, par contre. Je sais C'est un pas grand si si. c'est un grand si. Ouais, ouais. Alors, autant offensivement, je me dis, il peut retrouver avoir de suite un impact. Et je pense que le rôle de troisième option est de toute façon mieux taillé pour lui que celui de deuxième option. C'était déjà quand les Bucks avaient été champions, on était déjà en train de dire bon, ça pouvait être un de leurs points faibles, pas Middleton en lui-même, mais juste de se dire que Middleton était deuxième option. Là, troisième option, ça va lui aller mieux. Je pense qu'en attaque, ce sera parfait, mais défensivement, il va avoir beaucoup de pression sur lui parce que même s'il y a une très bonne raquette défensive, il va devoir combler des brèches. Lui et Connaughton, enfin Lillard, il a beau essayer tout ce que tu veux, ça sera jamais un. Je pense qu'on peut lâcher l'affaire, ce sera jamais un grand défenseur, quoi. Non, c'est clair. L'avantage de Milwaukee, pardon, c'est que t'as deux des effaceurs les plus efficaces de la ligue, quoi. Tu sais, c'est-à-dire que t'as Yanis qui peut sortir de nulle part, ou t'as Brook Lopez qui a un positionnement toujours parfait en protection de cercle. Et ça, c'est un, comment dire, c'est un confort qui est assez monstrueux, quoi, C'est clair. de ce côté-là. Je sais pas si vous aviez d'autres choses que vous vouliez souligner au sujet de ces deux équipes-là, sachant que voilà, c'est surprise pour personne. Je pense qu'on les ait placées toutes les deux toutes seules dans cette première catégorie des finalistes. Non, je pense qu'on a tout dit, hein. Alors, on peut passer à la suite. Donc, derrière, donc, c'est les outsiders. Et je pense que, comme on le disait tout à l'heure en intro, que effectivement, ces deux équipes, Milwaukee-Boston, se sont détachées du reste sur le papier, en tout cas. Mais en cas de problème, j'ai l'impression que la catégorie des outsiders, en fait, elle est plus large peut-être que les années précédentes. Et qu'il y a vraiment plus d'une équipe qui peut espérer raccrocher le premier wagon. Je sais pas, comment tu veux qu'on procède, Antoine? Tu veux que je te donne les équipes que j'avais mises là-dedans, ou tu me donnes les tiennes? Qu'est-ce que tu Non, préfères? non, on peut partir de celles que tu as mis. Et cette fois-ci, on n'est pas obligé de les classer, on peut juste donner les. Ouais, elles sont pas Ouais, classées, voilà, là, on s'en effectivement. fiche de les classer. Alors, moi, j'en ai 5 dans cette Ok. catégorie. Moi, j'en avais 3, par exemple. Ok. D'accord. Sachant qu'il y en a deux, en fait, que j'ai hésité même à sortir pour mettre dans une catégorie à part. Je vais peut-être commencer par celle-là, ok? Ok. C'est deux équipes, en fait, qui sont très dures à classer pour moi, parce que je pense que... Enfin, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'elles seront sur le terrain. C'est Miami, qui est le grand perdant de la free agency pour l'instant, du moins de l'intersaison, qui n'a pas pu choper ni Damian Lillard ni Jrue Holiday, qui a perdu Max Strus et Gabe Vincent sans contrepartie, qui va certes retrouver Tyler Hero en pleine forme, ce qui n'était pas le cas en playoff, mais je pense que c'est un des grands perdants. Donc j'imagine que Miami quand même restera pas tel quel et qu'il y aura quelque chose qui bougera de ce côté-là quoi qu'il arrive. Et l'autre question, c'est Philadelphie, où si je regarde uniquement sur le papier la liste des joueurs qui sont listés, je me dis bah c'est oui, pourquoi ils sont pas peut-être même dans la première catégorie des équipes qu'on vient de lister, mais sachant que la situation est intenable avec James Harden. Donc c'est aussi une équipe qui va complètement être amenée à bouger, même si Philadelphie a récupéré Pat Beverley, qui est plutôt pas mal, je pense, pour cette équipe. Voilà, c'est quasiment la seule différence. Donc moi j'avais ces deux équipes-là, mais j'avais hésité même à les mettre dans une catégorie à part, dans le sens où c'est pas impossible qu'elles fassent partie des outsiders, et en même temps, à l'heure actuelle, pour les raisons que je viens de donner, je les vois pas du tout en fait pouvoir atteindre ce niveau-là. Je sais Ouais, pas pour si moi, elles ça a du sens ce sont. que je vous dis. Si, elles sont à part, en fait. Moi, en y réfléchissant, alors j'ai pas catégorisé comme vous avez fait. Moi, je pensais qu'on allait le faire en live, entre guillemets. Mais c'est évident pour moi elles ont un statut à part et peut-être un cran au-dessus, parce que sur le niveau qu'elles peuvent atteindre s'il n'y a pas de problème, même si pour Philadelphie, si ça se passe bien, difficile d'imaginer que ça se passe bien, je te le concède, Théo, parce que tu as l'impression que là aujourd'hui c'est le Media Day des Sixers, donc je suis prêt à sortir le popcorn tout à l'heure. Au moment de l'enregistrement, c'est pas encore fait, mais voilà. Elles ont quand même, c'est une équipe qui a le MVP, qui a récupéré un coach très compétent.
même le supporting cast est correct. Je veux dire, logiquement, sur la qualité de l'effectif, ça doit être dans les outsiders, quoi. Et pour Miami, voilà, comme je disais à Antoine ce matin, j'ai appris à arrêter de parier contre Miami sous prétexte qu'il n'y aurait que Jimmy Butler, Bam Adebayo et Eric Spoelstra. En fait, pour moi, c'est très suffisant et tu peux presque mettre n'importe quoi autour et j'ai l'impression que ce sera forcément un outsider et une équipe à ne pas négliger, quoi. Donc, je suis d'accord sur ces deux-là et je suis curieux du coup. Toi, Antoine, tu en avais 3 et tu avais ces 2 équipes-là et une troisième. Les Cavs en troisième équipe. Et tu avais Ma ces deux troisième. équipes-là, tu avais Philly Ouais. et J'avais Philly-Miami, ok. mais en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que Philly-Miami pourrait être. Par exemple, si je reste sur mes 3 équipes, je pense qu'effectivement, Philly et Miami ont un plafond plus haut que les Cavs, en tout cas sur cette année à venir, sauf si Evan Mobley passait un cap absolument spectaculaire. Mais ça, personnellement, à titre individuel, je n'y crois pas. Un cap spectaculaire offensif d'Evan Mobley. Non, mais c'est même pas. En tout cas, certainement pas pour cette saison. Et pourtant, je déteste pas le joueur, hein, mais après, c'est vrai que la franchise a un peu plus de mal, soyons honnêtes. Mais non, mais Ouais, voilà, c'est j'ai. private joke, parce qu'Antoine Ouais, il je déteste sais. les big men. De toute façon, si vous êtes un big man, vous pouvez. Je vous mets le nez dans nos discussions hors antenne où, Si vous où saviez ce que Théo dit des intérieurs voilà, et de leur QI. ça c'est autre chose. Alors QI, c'est autre chose. Ah, je rigole. Ces petites guerres. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que j'ai un attachement pour le small ball, mais Evan Mobley, ça peut être ton pivot. Absolument. C'était pour Absolument. t'embêter. Je sais que tu cherches à m'embêter. Mais tout ça pour dire que je suis assez d'accord avec vous. Je pense que Miami et Philly, ça peut aller plus haut que Cleveland. Mais ce que j'ai considéré comme outsider, moi, c'est. Je me dis qu'il faudrait quand même un concours de circonstances pour que ces équipes-là, elles aillent en finale à l'Est, en fait. J'aurais l'impression que c'est plus Milwaukee ou Boston qui s'est foiré si Miami ou Philly devaient aller en finale, que vraiment Miami ou Philly qui prend le dessus sur une de ces 2 équipes sur une série au meilleur des 7 matchs. En tout cas, c'est mon impression à l'instant T. Ouais, Shai, tu veux que je te donne les 3 autres équipes que j'avais notées, moi, pour ce tir-là? Alors, moi, c'est vrai que j'avais ouvert un peu plus large qu'Antoine, je pense. Donc, j'avais Cleveland, bien sûr, parce que je trouve en plus qu'ils se sont renforcés exactement là où il fallait, avec le shooting, avec l'arrivée de Max Strus et George Niang. Et je pense aussi que si les choses ne vont pas, ils ont la capacité de pivoter. Voilà, je n'ai pas fait exprès pour ce jeu de mots, mais s'ils ont du mal avec leurs 2 grands, justement, ils pourront trouver quelqu'un qui sera intéressé par Jarrett Allen et vraiment changer leur angle. Donc je pense que Cleveland sera vraiment à surveiller. Moi, j'ai mis New York aussi dans cette catégorie-là, parce que je trouve que New York sort d'une belle saison. J'aime bien l'arrivée de DiVincenzo et je pense aussi que c'est une équipe qui a des assets suffisants pour pouvoir passer un palier si à un moment une star quelconque d'une grande ville de la conférence Est en a marre et veut changer de paysage, que ce soit, non mais je plaisante, que ce soit Joel Embiid ou autre. Je pense que voilà, New York a les armes pour aller faire un deal d'impact et je pense que j'ai toujours mes questions sur Tom Thibodeau, mais en tout cas, il y a l'ossature d'une équipe qui peut faire mal, quoi. Et alors, ma dernière entrée, mais là, c'était plus... Bon, c'était un peu provoque. T'as mis les nets. J'avais hésité. Non, je les ai pas mis, mais j'avais mis Atlanta, en fait. Ouais, Atlanta, j'y pensais. Ouais, tu vois, et là, je pense, si je devais sous-catégoriser, je mettrais vraiment Philadelphie, Miami, donc sur une partie à part, un peu au-dessus. Et derrière... Cleveland, New York, Atlanta, ça me paraît bien. Ouais. Atlanta, on en a plusieurs fois parlé depuis durant l'intersaison. Je pense qu'il y a vraiment un scénario où ça se passe très bien. Je crois encore une fois peut-être un peu trop en Quinn Snyder, mais j'ai assez foi en ce qu'il est capable de faire. Un effectif qui n'a pas été totalement chamboulé. J'ai envie de croire qu'ils peuvent être bons en saison régulière. J'ai pas trop d'espoir sur les playoffs, honnêtement. Mais si on s'attache à la saison régulière, je pense qu'Atlanta, c'est un outsider. Ouais, pour être top 5, en tout cas. Voilà comment je les catégoriserais, moi. Ouais, je te rejoins, c'est pas mal. Moi aussi, pardon, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a un scénario où même Atlanta peut faire une superbe saison régulière. Pareil, je suis pas persuadé que derrière ça se traduise par une super post-season, voire passer un 2e tour. Honnêtement, j'y crois pas des masses. Mais par contre, ouais, je pense qu'il y a vraiment un scénario dans lequel Atlanta peut faire une très belle saison. Ouais. Moi, je vous rejoins sur ces tiers. Après, je sais pas si vous avez des questions particulières sur ces équipes-là. Est-ce que les Cavs, par exemple, c'est quand même l'équipe qui a terminé 4e la saison dernière, après avoir qui a fait venir Donovan Mitchell. C'est une équipe qui grimpe, c'est une équipe qui est jeune. Qu'est-ce qui leur manque vraiment pour aller Moi, j'ai des interrogations sur. Tu demandais si on a des interrogations. C'est paradoxal parce que je les ai beaucoup aimés en saison régulière l'année dernière.
et débandade totale, je trouve, en playoff, où je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur pour eux contre New York et qui m'ait semblé aussi surclassé. Tu vois, bon, Kevin Mobley a eu du mal en playoff, ça m'a pas choqué en attaque, et je suis pas certain que ce soit entièrement de son fait. Je pense que c'est aussi, on l'a plusieurs fois répété, qu'il n'est pas ultra alimenté. Mitchell, Garland, tout ça, il y a des mecs qui ont besoin de shooter et c'est compliqué pour lui. Moi, c'est plus, j'ai des interrogations sur le coach. J'ai l'impression que c'est pas ultra safe pour Bickerstaff cette saison, et sur Donovan Mitchell, avec la situation contractuelle, le fait qu'on sait que pour l'instant il va pas prolonger, est-ce qu'il a vraiment envie d'être là, toutes ces choses-là, j'ai une situation d'inconfort avec Cleveland que j'avais pas en cours de saison dernière, où j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il faisait, la manière dont il jouait, même l'association des deux grands me posait pas vraiment de soucis, et je trouve que les playoffs et les discussions pendant l'intersaison m'ont fait un petit peu changer mon fusil d'épaule. Donc je les maintiens quand même dans les outsiders parce qu'il y a du talent, et on a vu qu'ils pouvaient être très très bons en saison régulière l'année dernière. Mais ouais, j'ai ces interrogations-là en tout cas. Bah, moi, pour Cleveland, comme je dis, je suis moins inquiet peut-être que vous, parce qu'effectivement, l'an dernier, c'était les premiers playoffs d'Evan Mobley. C'était sa deuxième saison seulement. On a vu aussi que Scottie Barnes, qui avait fait une première saison fantastique, a aussi mangé un peu le mur en deuxième saison, pareil, dans un contexte un peu plus... Alors, les contextes sont pas similaires, mais les deux équipes ont pas mal bougé au bout du compte au cours de leurs deux premières saisons. Ouais. Je pense que de toute façon, le succès potentiel de Cleveland, il passe par le développement d'Evan Mobley. Est-ce qu'il peut passer le cap en attaque? Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient du coach et des options? Est-ce que ça vient des joueurs donc notamment la doublette derrière? Ça, je pense que c'est la question. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, moi, quand même, le recrutement de Max Strus et George Niang. D'une part, parce que ça donne du tir, ça donne aussi un peu de taille, en fait, à cette équipe qui, à l'extérieur, sur les postes extérieurs, est petite. Et a besoin de punch un peu défensif. C'est pas des stoppers, en fait. Max Strus et George Niang, c'est clairement pas des stoppers. Mais au bout du compte, je pense que c'est deux joueurs dont l'impact défensif est parfois un peu sous-coté, en fait. C'est des joueurs qui sont grands, qui font les efforts et qui peuvent vraiment, je pense, par agrégation, aider les autres. Je trouve qu'il fait 1m96, hein, je crois. Bon, après, il fait plus grand que sa taille dans le jeu, je vois ce que tu veux dire, parce qu'il se bat un peu. Bah, mais... Ouais, le backcourt de Cleveland, c'est Garland. Oui, après, mais surtout, il est plus petit que toi et moi, Antoine. Hein, ouais, c'est vrai. Non, ouais, ok, par contre. Non, mais surtout, ils ont l'expérience. Ce qu'ils apportent au-delà de ça, c'est qu'ils ont aussi une certaine expérience du haut niveau, quand même, que n'ont pas tous les joueurs des Cavs. Ils ont joué des gros matchs, même sans être là dans la ligue depuis longtemps, en l'occurrence pour Strus. Ils ont quand même joué des très très gros matchs, et ça a une valeur quand même d'apporter ça à une équipe jeune inexpérimentés. En ça, ce sont vraiment des bonnes recrues. Mes interrogations ne sont pas tellement sur eux. Je pense qu'ils vont apporter des choses, notamment en saison régulière, mais je sais pas. J'ai pas un bon feeling sur la saison de Donovan Mitchell, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que ça va pas. C'est pas pour faire l'oracle. Non, parce que j'arrêtais pas de dire l'année dernière. Tout le monde déteste les Cavs, apparemment. J'arrêtais pas. J'aime bien les Cavs. Enfin, ces Cavs-là, je les aime bien. Mitchell m'a agréablement surpris sur les 3/4 de la saison dernière. Je l'ai longtemps mis dans la MVP race. Il était top 5 pendant un certain temps. Et je sais pas, après, c'est juste un feeling. Hein. On en reparlera peut-être, mais j'ai l'impression que ça va pas forcément bien se terminer. Ben oui, de toute façon, on va voir. Et puis peut-être un mot sur New York, parce que je crois que je suis le seul à m'être exprimé. Comment vous sentez la saison de New York? New York avait quand même... L'an dernier, il faut souligner qu'il a finalement fait une très belle deuxième partie de saison. Voilà, qui a passé un tour de play-off, ce qui n'était pas arrivé depuis je sais pas, depuis que Amar'e Stoudemire avait un jersey des Knicks sur le dos, je pense. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi, je suis un peu déchiré sur New York, c'est-à-dire que j'ai envie d'y croire, mais j'aime Thibodeau, mais je sais aussi que 2 saisons de suite, avec son exigence, c'est compliqué. Et en même temps, il y a aussi l'espèce de spectre d'Embiid, s'il arrive, imagine qu'il arrive en cours de saison, ce qui est possible. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, ça change totalement les perspectives. Je suis vraiment à mi-chemin je pense que ça restera compétitif. Il y a des joueurs qui aussi vont progresser logiquement. Je pense qu'RJ Barrett va peut-être continuer sa progression. Brunson, on a vu le niveau qu'il avait atteint, maintenant il faut le confirmer. Je suis un peu partagé. Il y a un plafond énorme. Pour moi, si tu rajoutes Embiid là-dedans, forcément, ça peut être énorme, mais c'est évidemment un outsider. Là, la répétition de la saison dernière me semble pas simple, au même titre que ça n'avait pas été simple d'enchaîner après 2021. Et notamment, c'est dû à la méthode Thibodeau, qui, encore une fois, j'aime beaucoup, mais qui
En 2023, c'est compliqué. Moi, je crois moins à un trade d'Embiid en cours de saison, hein. J'ai l'impression que les trades gros comme ça, c'est impossible à faire en cours de saison. C'est vraiment des trucs que tu fais l'été. Mais bon, après, on sait jamais, hein. Franchement, NBA, tu peux être surpris dans tous les sens, quoi. Kevin Durant n'approuve Ouais, pas ton message, Antoine. ouais, c'est vrai. Ouais, mais il l'avait demandé 6 mois avant son trade. Tu vois, il Ah, l'a vous pas avez vu demandé en février et Non, puis il a non. été exaucé Non, en mais c'était une février. situation particulière, c'est vraiment. Vous avez vu le C'est- tweet Les de Nets, le tweet ils de ont Joel tradé leurs Embiid. 3 stars en cours de saison, mais c'était. Ouais. Le tweet de Joel Embiid, cette intersaison était très intéressante. LOL, après les deux, il a posté ça hier quand même. Ouais. Moi, je vous Non, dis, mais c'est on se Ça c'est rapproche. passe pas. avant la saison, ça que Non, tu mais dis, c'est Antoine, pas ça passe impossible. avant. Je reconnais que rien n'est impossible. De toute façon, dans cette ligue, des fois, tu penses et tu penses un truc, tu te dis non, mais c'est vraiment pas crédible. Et puis après, bam. Attendons le Media Day de tout à l'heure. Là, c'est pas garanti qu'Embiid il soit pas en mode Dark Embiid. Il y a Dark Pimel dans la Head Session et puis il va y avoir Dark Embiid au Media Day quand ils vont lui poser des questions. Est-ce que tu es satisfait du recrutement Je pense qu'on peut avoir quelques perles. Donc moi, j'exclus pas du tout une demande de trade, même en décembre, hein, franchement. Ouais, mais qu'il la demande et que ça soit exaucé dans les 3 Ah mois, ouais, c'est autre chose. Par c'est contre, autre c'est pour chose. ça C'est que vrai que c'est. j'ai Ouais. dit, si c'est vraiment un trade qui doit se faire, tu vois, Anthony Davis Ouais. aussi, il a demandé son trade en février, il l'a obtenu 6 mois C'est après au vrai. final. Mais vous avez raison, on sait jamais. En fait, j'ai commencé comme ça pour dire, mais en fait, même les Knicks avec ce qu'ils ont, moi, je les avais pas mis dans cette catégorie, je les avais mis un cran en dessous. Euh, Parce que, un peu comme Shai, la deuxième année, j'ai l'impression qu'il y a toujours un espèce de. Déjà, il doit y avoir de la fatigue. J'ai du mal. Et il y a des joueurs en lesquels j'ai du mal à croire, tu vois. Julius Randle, j'ai du mal à miser sur lui. Je trouve que Jalen Brunson a amené quelque chose et a amené une espèce d'âme et ça a eu un effet très positif. Mais je me demande cet effet, sur la durée, pendant combien de temps il peut encore s'étaler, l'effet Brunson, quoi. Tu vois, et pendant combien de temps. Et voilà, moi j'ai peur que ce soit une équipe qui soit un peu moins forte que. En fait, qui soit paradoxalement mieux équipée que l'an dernier, mais finalement un peu moins forte. Mais par contre, et Théo, tu avais raison, quelque part, la conférence Est, elle est super ouverte en fait à partir de la 3e place. Donc si tu commences bien, on sait jamais, mais voilà, je sais pas. La plupart des individualités, il y a des mecs. Barrett, je trouve qu'il. J'ai l'impression que Barrett, c'est un mec qui est amené à faire une Andrew Wiggins, c'est-à-dire que le jour où il va changer d'air, c'est là où on va se rendre compte qu'il peut être vraiment utile pour une équipe forte. Mais là, à New York, j'ai souvent du mal à y croire, surtout aussi longtemps qu'il y aura Randle qui est un peu sur ses plates-bandes. J'arrive pas à croire en Randle. J'aime bien Bronson, mais Bronson, première option. Je me dis vraiment combien de temps encore, tu vois. Est-ce que vraiment c'est le genre de mec qui, chaque année, pendant 4,38, il te met dans le top 5? Je sais pas. Je suis pas sûr à 100%. Le fait que Donc, bref, l'équipe j'ai se quelques connaisse. réticences sur les Knicks en tant qu'outsider, mais je pense que ce sera une bonne équipe quand même. Mais le fait que l'équipe se connaisse quand même, et qui est en plus, bon, maintenant, c'est un peu les Villanova Knicks, là, en plus, maintenant, avec Vincenzo, mais Tellement. voilà, de Josh Hart. Le fait qu'une équipe se connaisse aussi bien, face à des équipes qui ont des interrogations ou besoin de temps pour développer des alchimies, à Milwaukee, même Boston, je dis pas que les Knicks vont finir top 3, mais le fait de se connaître, ça peut être un avantage. C'est ce qui me semble, en tout cas. Sachant que les Knicks ont voilà, quand même une certaine flexibilité aussi, au cas où on parlait d'Embiid, mais je pense qu'il y a d'autres cibles aussi qui peuvent intéresser potentiellement New York. Voilà, ils entament cette saison avec ça aussi dans leur arsenal, la capacité à pouvoir bouger un moment si besoin, quoi. On passe à la catégorie suivante, si vous êtes OK. Allez. Donc moi, j'ai mis donc, les candidats aux playoffs. Allez, je fais pareil, je te donne mes 4 équipes, enfin, je vous donne mes 4 équipes. Moi, j'avais noté donc Brooklyn, Indiana, Chicago et Toronto. Dans cette catégorie-là, 4 équipes voilà, qui peuvent, je pense, viser de manière objective les playoffs. J'ai pas les mêmes. J'ai été plus intéressant. optimiste sur des équipes jeunes. Après, moi, du coup, j'avais les Knicks. J'ai Ouais. Indiana, Brooklyn comme toi, mais bon, du coup, j'avais Atlanta. Oui, parce que en fait, c'est juste que tu avais une équipe. Ouais, j'avais 5 équipes dans la Ouais. partie. En gros, les différences que j'ai avec toi, c'est Knicks. Les deux Bulls et Raptors, je les ai dans la catégorie en dessous. Ok. Mais je pense que je sous-estime les Bulls. Mais je sais pas, j'arrive pas à y croire. Ça fait un moment que j'arrive pas à y croire. Et du coup, peut-être que je surestime Orlando. J'ai mis Orlando. En fait, parce que j'avais pas exactement le même intitulé. C'est-à-dire que je vois pas Orlando aller nécessairement en playoff. Je pense qu'Orlando peut pas finir 6. Par contre, ça m'étonnerait qu'Orlando finisse au-delà de 10. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je les vois vraiment entre 7 et 10, alors que Chicago, j'ai l'impression que ça peut aller de 7 à 12. Tu vois, façon de parler. Ouais, 12. Allez, ou 11. Et du coup, j'ai mis Orlando devant. Mais si on serait sur l'intitulé candidat au playoff, je comprends qu'il y ait Chicago, perso. Et Toronto, du coup.
Ouais, bah en fait, alors c'est marrant parce qu'Orlando, j'ai hésité. J'ai hésité pour Orlando et finalement, moi, je les ai mis dans la partie d'après, en fait, dans la partie play-in max. Parce qu'en fait, Chicago, autant je crois pas du tout dans leur capacité à pouvoir aller loin en playoff, par exemple. Par contre, quand je regarde l'effectif, je trouve ça quand même vraiment solide, en fait, avec des joueurs qui connaissent le métier. Et je me dis, il y a quand même de quoi assurer une place en playoff. D'autant que j'ai bien aimé, moi, les ajouts de Javon Carter et Torrey Craig qui Mm. renforcent la défense des Bulls. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a assez de garanties pour que Chicago puisse faire une saison régulière qui leur permette de faire les playoffs, à moins qu'ils décident de tout exploser, quoi. Ça, c'est la grosse astérix, c'est ce qu'ils se disent, bah ouais, mais nous, ça nous sert à rien, en fait, d'être, je sais pas, 8e ou 9e, et puis de faire un tour de playoff et de repartir. Nous, ce qu'on veut, c'est, on veut rechanger à nouveau notre fusil d'épaule. Ça, c'est la grande question, quoi. Je pense que je mettrais effectivement Chicago dans les candidats au playoff. Enfin, c'est une frontière entre playoff et play-in parce qu'en fait, ils sont obligés de viser ça. Ils peuvent pas viser autre chose. De leur point de vue, ils vont tenter un nouveau run avec ce noyau-là. C'est pas une équipe qui pour l'instant, va envisager de faire du tanking. Donc, et pour Orlando, j'ai envie de croire en ce que dit Antoine, mais je les mettrais peut-être en dessous dans la catégorie play-in parce ils sont évidemment pas dans les mêmes considérations que les équipes qui vont tanker. On a vu les progrès qu'il y avait eu Orlando, on a vu un duo fort Banchero-Wagner qui, je pense, va vouloir tout de suite être compétitif et il n'y a pas que dans l'équipe d'ailleurs. Hein. Donc, Orlando, je les mettrais peut-être un cran en dessous, mais je serais pas du tout surpris que via le play-in, ils aillent en play-off. Ouais. En tout cas, des équipes que tu as citées, peut-être la plus intéressante, je trouve, ça peut être éventuellement Brooklyn. Ouais. Pour le coup, je pensais que tu les avais mis dans tes outsiders. J'ai vraiment hésité, en fait. Enfin d'outsider. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'ils ont fait sur le terrain, ce que tu voyais sur le terrain 2 à la fin de saison dernière. Après, les victoires n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et j'attendais aussi un petit peu de voir ce que peut faire vraiment Jack Vaughn, qui a eu comment dire, des rosters tellement fluctuants que je trouve que c'est pas simple finalement de voir quel type d'entraîneur c'est. Tu vois, est-ce que c'est un mec qui se fait respecter et puis les mecs voilà, se mettent derrière lui et ils le suivent? Est-ce que c'est un mec qui peut être visionnaire et s'adapter à son roster? J'avais toutes ces interrogations et en même temps, c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Et comme on en a parlé à plusieurs reprises, je pense que c'est une équipe qui a un gros joueur de pouvoir genre passer un cap et de mettre tout un tas d'équipes derrière elle, en fait. Est-ce que ce gros joueur, ça peut être Ben Simmons ou est-ce que tu penses à un autre joueur en plus de Ben Simmons? Moi, je C'est pense à là. un autre joueur en plus de Ben Ouais. Simmons. J'espère qu'on retrouvera Ben Simmons. Alors, je sais pas si on le retrouvera, celui qui était dans le meilleur 5 défensif. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, un Ben Simmons qui ressemble à un joueur de basket. On en avait parlé, Shai, cet été, quoi, après Ouais. ces déclarations. Moi, je reste quand même confiant au vu au vu des qualités du joueur et de son âge, en fait. Mais il n'y a pas de raison, finalement. Il n'y a pas de raison qu'il puisse pas retrouver au moins le niveau qui a été le sien à un moment ou avoisinant. Mais même avec un. Donc, déjà, s'il retrouve Ben Simmons, t'as raison, ça fait comme s'il rajoutait un joueur à leur roster, vu qu'il n'a pas joué quasiment depuis. Ou tellement peu, ou tellement à la marge que ça comptait pas. Mais je pense aussi que là c'est une équipe qui a vraiment tous les assets pour pouvoir choper un gros joueur si De besoin. toute façon, si on part sur des projections optimistes à chaque fois, là, on essaie on pense pas à des blessures, des choses comme ça. Si Ben Simmons revient à son niveau, Brooklyn, c'est incontournable pour les playoffs. Ils vont essayer. Je veux dire, on a vu le niveau qu'a Hakim Michael Bridges. Il y a du talent dans l'effectif. Il y a plein de choses intéressantes. Les Cam Johnson, Claxton, pour moi, ils vont jouer peut-être cette 6e place, peut-être un peu mieux s'ils prennent de l'avance, si d'autres équipes sont en retard, mais c'est obligatoire. Moi, c'est pareil, c'est une des équipes que je vais suivre avec le plus de curiosité, je pense aussi. Je À suis l'Est. d'accord avec toi, ouais. Ça va être une équipe intéressante, celle-là. Il Et y a une marge, il y a vraiment, ça peut aller. Je pense que leur plafond, il est très élevé. Ça dépend, je crois, beaucoup de Simmons, mais leur plafond est élevé. en fait, ces équipes-là, toutes ces équipes du milieu de tableau, un peu la catégorie au-dessus, un peu cette catégorie-là, un peu celle en dessous, ça peut très vite bouger, quoi. Un trade, un bon départ, une blessure, tu as l'impression qu'entre 3 et 12, c'est très, très. Allez, Miami et Philadelphie ont un peu plus de garantie, comme on l'a dit, mais derrière, peut-être entre 5 et 12, il y a une vraie. Il y a un accordéon assez intéressant avec plein d'équipes qui sont pas très loin les unes des autres. Ouais, c'est clair. Et l'autre équipe, du coup, enfin les deux autres équipes dont on n'a pas trop parlé, alors c'est Toronto, parce que finalement, Toronto a perdu fait beaucoup à l'intersaison. Ils ont perdu Fred VanVleet, ils n'ont pas rajouté de joueurs d'impact à leur roster, peut-être par la draft, mais ça, faudra attendre de voir ce que ça donne. Et il y a Indiana.
qui était plutôt une équipe sympa l'an dernier. Et là, il y a aussi, sur le papier, je pense qu'il y a du talent, il y a du potentiel. Après, ça dépend aussi du développement des jeunes joueurs, quoi. Je sais pas ce que vous Ouais. pensez de ces deux équipes tous les deux. J'ai l'impression que Toronto, c'est peut-être celle qui est avec Chicago, et c'est pour ça que moi, c'était mes deux équipes en dessous, qui sont le plus à même à tout casser, ou en tout cas à casser en partie. J'ai l'impression, d'ailleurs, Toronto, on est souvent en train d'encenser Masai Ujiri. Alors, il y a eu quelques coups de génie, mais il y a quand même une direction très bizarre, quoi. L'an dernier, il y a 2 pics qui sont cédés pour Jakob Poeltl pour rester compétitif. Ils font même pas les playoffs. Et derrière, juste après avoir cédé 2 pics, ils enchaînent une espèce de semi-transition où ils laissent filer Fred VanVleet. C'est bizarre. Il y a Siakam qui est en fin de contrat. C'est un candidat à un trade. Je pense que le moment où Siakam y part, c'est terminé Toronto. Parce que Toronto, finalement, est peut-être presque plus proche. Mais c'est pour ça que ça n'aurait pas de sens avec l'idée des 2 pics qui ont été lâchés pour Poeltl. C'est que Toronto est peut-être plus proche de tanker que vraiment de viser les playoffs. Alors oui, la conférence Est est ouverte et tu dis, bah, si on démarre bien, il y a la place. Et c'est vrai, c'est possible. Et j'ai l'impression que si Toronto démarre pas bien, c'est une des équipes qui a le plus intérêt à se dire, attends, ils sont tous en train de viser ce truc-là de milieu de tableau. Bah viens, on les laisse. Nous, on dégage nos gars et on repart. Surtout qu'en plus, alors, Scotty Barnes, c'est trop tôt pour le juger sur est-ce que ça sera un bon joueur. Je pense que ça peut être un bon joueur, mais dès le départ, il n'y a jamais un moment où je me suis dit Scotty Barnes, ça va être vraiment un franchise player, tu vois, à la Kevin Durant. Donc, Scotty Barnes, il est intéressant, c'est un jeune cool pour te reconstruire, mais si tu peux avoir un first pick ou un deuxième choix de draft, bah franchement, saisis l'occasion pour l'associer avec Scotty Barnes. J'ai pas l'impression que Scotty Barnes soit Victor Wembanyama ou Scoot Anderson. Un mec, il arrive et ta franchise, elle change, quoi. Donc, je sais pas. Je comprends pas trop ce qui se passe à C'est une Toronto. énigme, Toronto, hein, franchement. C'est compliqué de savoir. C'est vrai que tu as raison de dire que les plans d'Ujiri sont un peu mystérieux. On peut encore attendre un peu, parce que il a quand même gagné le bénéfice du doute, parce qu'il a déjà fait des moves audacieux qu'on payait, mais ils prennent un coach, alors débutant, tout est relatif, hein, rookie pour le poste de head coach en NBA, Rajakovic, mais qui est très estimé, mais c'est quand même un coach de jeunes, c'est un coach de développement. Donc, c'est un coach parfait pour reconstruire, en théorie, si tu as plein de jeunes, mais là, ils n'ont pas encore soldé l'effectif et les joueurs les plus expérimentés de l'effectif. Donc, j'ai aussi du mal à savoir, mais s'ils gardent cet effectif-là, pour moi, Siakam, c'est un joueur très, très compétitif qui leur assure presque au moins la bataille pour le play-in, tu vois. C'est pour ça que j'ai du mal à les mettre en dessous de la meute qu'on a évoquée. Mais l'an dernier, avec Siakam et Van Fleet, ils sont pas Ouais, dans ouais, cette je sais. Ouais. bataille, hein. Mm. Et en fait, pour Toronto, moi, je trouve que tel qu'elle est construite, je vois pas de potentiel, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'elle a le niveau pour pouvoir faire les playoffs, si tout se passe bien, mais je vois pas, tu vois, avec le groupe tel qu'il est, le potentiel qui peut lui permettre d'aller Ouais, au-delà. c'est ça en fait. C'est ça en Moi, fait. j'adore Scotty Barnes. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire un très fort joueur, un mec qui peut vraiment aider ta franchise. Mais il faudrait qu'il passe un cap monstrueux, en fait, pour faire de cette équipe une équipe qui puisse rivaliser avec le tiers au-dessus. Et je pense que tu parlais d'Ujiri, bah, moi je pense que c'est la question de Oji Anunoby en fait qui a peut-être été mal gérée. Je pense qu'ils ont raté le moment où il fallait le trader pour récupérer le maximum en retour et que maintenant je pense que sa cote peut que descendre et je suis Bah oui. vraiment pas sûr qu'il ait le potentiel que Toronto lui a prêté ou du moins Ça fait a, mine. ouais, voilà, a fait mine de croire en disant qu'il était intransférable, à moins qu'on donne, je sais pas moi, la Sainte Croix, le Saint Graal, et puis, et puis le Taj Mahal en échange, quoi. Ouais. Ouais, 3 pics qu'ils demandaient pour Anunoby, c'est énorme. Ils ont surévalué complètement sa valeur. Et là, maintenant, il est en fin de contrat. Et en plus, on peut même se demander niveau complémentarité, ce que ça donne Barnes, Siakam ou Anunoby. Tu vois, c'est bizarre à faire jouer ensemble. Et généralement, quand tu mets Complètement. un nouveau coach qui est, tu vois, enfin, t'as l'impression que tout est prêt à entamer la reconstruction, quoi. On dirait juste qu'ils attendent de voir quel sera le début de saison. Enfin, bon. Ouais. Allez, on passe à la partie suivante. Moi, j'avais deux équipes donc dans la partie qu'on avait appelée donc play-in max, donc celles qui peuvent viser le play-in au maximum. Moi, j'avais mis Orlando du coup. Moi, Mm. j'aime vraiment bien ce qu'il y a à Orlando.
Je pense que pour le coup, la draft de Franz Wagner, c'est un coup de maître. Je pense que celle de Banchero, pareil. Moi, je crois vraiment en Paolo Banchero en option numéro 1 d'une équipe qui va loin. Va au titre, ça je sais pas, hein, mais en tout cas d'une équipe autour d'une star autour de laquelle pardon, tu puisses construire. J'espère que Benjamin Moubèche t'écoute attentivement. Et on a toujours ce Voilà. pari en fond. Il y a l'arrivée de ton gars Joe Ingles pour Mais Shai, oui. ton gars Joe Ah Ingles oui. pour encadrer tout ce monde-là. Bien Bref, sûr. moi je pense que l'année peut vraiment être sympa. Voilà, je les vois malgré tout en dessous des équipes dont on a parlé avant. Et l'autre équipe, c'est les Pistons que j'ai mis. Alors, en étant un peu optimiste aussi, mais au bout Ouais. du compte, je trouve qu'il y a quand même du talent dans cette équipe. Il y a du playmaking, il y a des athlètes, donc il y a de quoi pouvoir être, voilà, il y a de quoi pouvoir faire des coups. Alors, je parie pas ma maison ni ma voiture sur ça, mais par contre, voilà, je trouve qu'il y a quand même du talent au bout du compte mis bout à bout dans cette équipe. Il y a un coach aussi maintenant. Enfin, il y a un Ouais, coach il y a un qui, coach, ouais. qui dernièrement, rien contre Dwayne Casey, qui a plein de mérites, qui a déjà fait des très très bonnes, qui a fait une très belle carrière. Mais il y a un coach qui a joué des grandes choses récemment. Et après, peut-être qu'il est parti, Monty Williams est parti dans un projet, dans l'idée de construire et qui sera patient. Mais avoir un coach comme ça, tout de suite, il y a un niveau d'exigence. Ce serait la même chose quand on parlera vraiment de l'Est avec Udoka, même s'il a moins d'expérience. Tu vois, j'avais pas pensé, par réflexe, je les aurais mis en dessous. Mais dit comme ça, c'est pas inintéressant d'imaginer Détroit, toujours dans un scénario très optimiste. Si Cade Cunningham revient fort et avec le potentiel qu'on lui a déjà vu, si autour, tous ces athlètes, il y a effectivement un beau potentiel athlétique. Si tout se met bien en marche, peut-être qu'au moins pendant un bon moment dans la saison, ils seront pas très loin du play-in. Des dernières places, évidemment, hein, je pense. Je les imagine pas à la bagarre à la 7e place. Mais ouais, pourquoi pas, honnêtement, c'est pas déconnant de les imaginer là. Il y a un scénario où ça se passe. Ouais, je vous rejoins. Pour moi, je les avais mis la catégorie en dessous, mais c'était ceux qui étaient à mi-chemin entre les deux, quoi. Je trouvais que c'était les plus forts parmi les équipes limitées. Je pense que ça serait encore un peu jeune, mais au final, ce que tu as décrit, Shai, ça se tient complètement. Tu vois, une équipe qui, pendant, je sais pas, 3 mois, elle est 11e, 12e, et je pense qu'ils peuvent terminer. Ils ont fait 17 victoires l'an dernier. Là, ce serait pas surprenant qu'ils en gagnent, je sais pas, 28, 29, un truc comme ça, plus 11, plus 12. Plus 29 victoires, c'est pas beaucoup en soi. Et tu te dis, tu vois, par exemple, ça, tu finis 12e ou 11e, 12e, tu es un peu loin, tu n'es pas non plus complètement dans la course au play-in, mais tu as fait plus 12. Si tu regardes que la progression, tu es en mode, là, j'ai fait quand même plus 12 wins. Il y a moyen tu peux te dire, dans un an, on fait encore un petit saut et là, on se retrouve en playoff. Et Ouais, ouais. je note quand même les arrivées de l'été pour info Montemoris, Joe Harris et puis la draft de Osar Thompson, donc gros potentiel aussi sur les postes extérieurs. Ouais. Et du coup, ouais, juste pour revenir à ce que tu disais, toi, tu parlais d'Orlando aussi. Je pense que je les aurais mis dans cette catégorie-là aussi, même en étant un peu partial. Je pense vraiment qu'il y a. Je les vois, si je dois pronostiquer aujourd'hui, je les mets dans le play-in, je pense. Au même titre qu'Indiana, avec Indiana peut-être un tout petit cran au-dessus, mais Orlando, j'aime vraiment ce duo Wagner-Banchero. Je pense que Wendell Carter va progresser aussi. Il est en progression assez constante en fait, Wendell Voilà. Carter. Personne parle de lui Ouais. jamais, mais c'est quand C'est même un ça. vrai joueur NBA solide, quoi. Exactement, c'est un mec très discret, mais je pense qu'il va encore passer un cap. Puis voilà, un peu l'expérience qu'a portée par Ingles, même s'il a plus il a plus le même physique qu'avant, mais Markel Fultz aussi, dont j'espère qu'il va être totalement débarrassé des blessures à un moment pour pouvoir enchaîner 2-3 saisons et qu'on se rende compte du niveau. Ouais, voilà, pour finir sur Orlando, on verra si le moment où on fera des pronostics vraiment sur les équipes, sur les classements précis, je pense qu'Orlando, dans mes pronostics, ils sont pas mal, ouais. Moi, je pense que je mettrais 9 ou 10. J'ai l'impression que si Fultz il tient la route, c'est quasiment sûr que ça va en play-in. C'est un peu ce que je pense aussi. Alors, la comparaison est pas tout à fait correcte, mais j'ai l'impression que c'est le Thunder de l'Est, dans le sens où voilà, tu as déjà 2 stars, en plus avec Franz Wagner et Banchero, et c'est aussi une équipe qui peut très facilement faire un trade pour faire venir un vétéran. Si j'ai par exemple, imaginons ils sont 8e en janvier, ils se disent non, mais au final, c'est ouvert, on peut même aller jusqu'à la 5e place. Tu peux transférer Fultz ou un autre jeune. Ils ont des jeunes en pagaille, un pic ou 2, et tu peux aller chercher un vétéran intéressant pour encore mieux figurer, notamment un vétéran à la main, par exemple. Du Juste coup, pour finir, juste un petit pardon, big up. vas-y, bien sûr, vas-y, Shai. Jamal Mosley, qui est un très très bon coach. On n'en parle pas du tout parce que tout le monde s'en fout d'Orlando. Mais Jamal Mosley travaille très bien. Voilà.
Voilà, c'est dit. Donc Jamal Mosley pourra venir récupérer son trophée de Coach of the Year Coach of the Year à la directement fin de chez l'année. Shai Ouais. Mamou à la fin de l'année. Voilà. Voilà, parfait. Allez, je vous propose de passer au dernier tiers, mais du coup, je pense qu'on a les deux mêmes équipes, Antoine, puisqu'on n'en a pas J'avais parlé du en tout. plus, ouais. Les Wizards et les Hornets, partis pour être bons derniers. Alors, pas tout à fait dans les mêmes circonstances, parce que finalement, Washington, alors ça va paraître paradoxal, mais je pense que c'est une bonne chose qu'ils se retrouvent à cette place dans notre classement, parce que ça suffit d'être 9e à vie et de ne pas pouvoir bouger. Là, au moins, avec le trade de Bradley Beal, ils ont fait un mouvement fort. Maintenant, ils veulent se reconstruire. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour la franchise, même si, voilà, au moins, on sait où l'équipe va. Et l'autre, bah, c'est Charlotte. Alors là, il y a je dis pas que ça manque de talent dans le roster. Par contre, ça manque de direction. Il y a le management qui vient de changer. Il y a quand même pas mal de questions autour de joueurs qui sont en train de revenir, là, que ce soit Miles Bridges, que ce soit l'arrivée de Brandon Miller, comment dire, Lamelo Ball qui a été blessé encore pas mal l'an dernier. Est-ce que Gordon Hayward a encore une place dans cette équipe? Il y a tellement de points d'interrogation que moi je les ai mis voilà, à ce stade-là. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais est-ce que les Wizards sont au courant que c'est bien pour eux d'être dans cette catégorie-là? C'est ça le truc. Parce c'est pareil, dans l'effectif, il y a des mecs qui vont vouloir prouver qu'ils ont le niveau pour jouer, pour être dans une équipe qui joue les playoffs, quoi. Enfin, Jordan Poole, Kyle Kuzma, on sait que c'est des mecs qui ont déjà joué des très très grosses choses, qui ont gagné des titres d'ailleurs, les deux. Je sais pas, j'ai presque l'impression qu'ils sont capables de faire un démarrage canon et d'être pendant un temps dans la discussion pour le play-in, presque, et après, s'ils ont la lucidité de se rendre compte que c'est mieux pour une vraie reconstruction de jouer plutôt le bas de tableau, là, voilà. Mais à l'instant T, tout le monde a l'air de considérer qu'ils doivent être dans cette catégorie-là, mais eux n'ont absolument pas l'intention, je pense. Il y a des équipes qui font semblant, du genre non, on va pas tanker, on va jouer le coup. Genre les équipes de pop en début de saison, au moment de la reconstruction, mais on avait compris quand même, tu vois. Là où les Wizards, je sais pas, j'ai un doute. Petit doute, le coach n'a pas été choisi par la nouvelle direction, je sais pas. Mais j'ai l'impression que justement, en fait, les Wizards, le truc, c'est qu'il n'y a aucune pierre du projet futur. Genre, tu vois, pour l'instant, en fait, Jordan Poole, je pense qu'il n'est pas intransférable. Jordan Poole et Kyle Kuzma, s'ils démarrent fort, les deux, en fait, c'est presque bon pour les Wizards. Ça veut dire, bah tiens, on va les revendre. Tu vois, allons revendre ces mecs-là. Tiens, plus personne voulait de Jordan Poole. Regardez, il tourne à 25 points par match chez nous. Qui c'est qui nous donne 2 pics, tu vois, qui nous donne quelque chose? Et tu peux te dire, ah ben, en fait, le Jazz, je pense que c'était l'idée l'an dernier, sauf que Mark Cannon était tellement fort et ils se sont dit, non, mais Mark Cannon, ça peut être la base de notre projet. Et du coup, on garde, on lâche pas l'affaire. Mais là, les Wizards, Kyle Kuzma, c'était même pas dit qu'il allait rester, c'est même pas dit qu'ils allaient le prolonger. Au final, il y a son contrat, donc en plus, tu transfères même pas un mec qui est à un an de l'expiration de son contrat, donc il a théoriquement plus de valeur. Si Kyle Kuzma, il est trop fort pour les Wizards, boum, il y aura un candidat au playoff qui sera prêt à donner des assets, en fait. Et je pense que même Jordan Poole, je suis pas sûr qu'ils aient fait venir Jordan Poole en se disant c'est la star de notre franchise Je demain. crois pas que ça va être leur franchise player pour aller gagner des titres avec les Wizards. Il va aller mettre ses 25 points par match et puis quand ils auront besoin de le dégager, je pense qu'ils le dégageront. Je pense que l'unique objectif des Wizards, c'est les 5. Là, ils sont repartis pour un processus ultra profond, en fait. Et quelque part, c'est ce que montre aussi la draft de Bilal Coulibaly. Ils ont drafté très jeune. Alors que dans leur position, ils auraient pu drafter un mec un peu plus NBA ready pour se dire bah ok, on va partir à cette chasse à la 10e place. Moi, j'ai l'impression que les Wizards, ils ont la flexibilité complète de se dire on ne sait pas où on va voir ce que ça donne, et là, on choisira une direction. Et ils ont Tyus Jones aussi qui peuvent trader. Ouais, c'est clair. C'est des bons joueurs. Hein. C'est des joueurs qui vont intéresser d'autres équipes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, mais juste, à quel moment est-ce que tu fais ces trades-là, tu vois? Imagine ça marche bien au début parce que c'est des bons joueurs de basket quand même, avec tous leurs défauts. Enfin voilà, Jordan Poole peut pas défendre pour sauver sa vie. Kyle Kuzma est ultra perso. Mais sur le plan du talent, tu sais pas. Tu vois, Utah, personne n'aurait imaginé que c'est un très bon exemple, je trouve, ce que tu disais, parce que c'est des mecs qui n'avaient pas vocation à jouer ensemble. Ils étaient tous en transit quasiment. Puis ils se sont retrouvés à être super performants, à avoir cet esprit de revanche. Et je me méfie un tout petit peu de ça du côté de Washington. Je dis pas qu'ils vont faire une belle saison. Hein. La probabilité veut qu'ils finissent dans cette catégorie qu'on est en train d'évoquer, mais je me méfie des équipes comme ça maintenant. Depuis le Jazz l'année dernière, mais après, est-ce que ces joueurs-là, est-ce qu'ils les flippent en cours de saison avec d'autres joueurs, ou est-ce que c'est à la fin de l'année qu'ils prennent de la valeur? C'est aussi ça, faut voir. Bah, je pense justement, il ne faut pas faire la même erreur que le Jazz. Enfin, même erreur que le Jazz. C'est compliqué. Le Jazz, au final, s'est retrouvé le cul entre deux chaises et a ni joué les playoffs, ni chopé un gros pic, tu vois. Ouais. Mais
parce que quelque part, je pense qu'ils ont fait confiance à Markkanen en se disant, de toute façon, c'est lui qui nous fait gagner des matchs et on ne peut pas le transférer. Donc là, maintenant, ils ont fait venir John Collins en tentant de passer encore un cap. Mais les Wizards, ils peuvent justement soit ça marche tellement bien qu'ils se disent, bon, bah, autant faire les playoffs dès maintenant et on verra plus tard. Soit, mais bon, là, je pense que aucun de nous ne Là, voit. laisse tomber Et la transformation ouais, qu'il faut qu'il se passe dans ouais, leur effectif pour que ça puisse se passer comme ça. ça paraît, on est d'accord, c'est très peu probable. Soit eux, ils sont forts individuellement, mais l'équipe, elle est pas folle. Juste, elle est peut-être pas dernière à l'Est, elle est 12e et tu te dis, mais on va pas viser la 10e place quand même. Bah, on les transfère maintenant. Là, quand tout le monde les voit forts, tout le monde voit Kyle Kuzma mettre ses 42 points contre les Sixers un soir de novembre. Tiens, qui c'est qui veut Kyle Kuzma? Vous avez vu, c'est le nouveau Tobias Harris. Regardez, ça va être votre 4e scoreur. Et tu vois, tu peux essayer de vendre le truc comme ça. Non, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'arrive pas à avoir de scénario dans lequel cette équipe des Wizards, telle qu'elle est construite, peut vraiment faire une belle saison, en fait. Tu vois, même si c'est pas leur objectif, j'ai trop de mal à voir comment c'est possible, en fait. Puis il y a l'asset Deni Avdija dont on n'a pas parlé, mais je m'abstiendrai d'ici de refaire une nouvelle séquence de propagande, évidemment, mais ça fait partie des joueurs aussi qui ont une certaine valeur ou un certain potentiel. On fera une émission spéciale pour parler de tout ça. Absolument. Et puis oui, bah, les Hornets. Que dire sur les Hornets? Mais parce qu'il y a tellement de... T'as l'impression que c'est un Suicide Squad un peu, tu vois. C'est ça le problème. C'est que... Pareil, ils vont avoir peut-être l'envie de montrer, l'envie de revanche, de dire non, mais vous nous prenez pour des cas sociaux, ce qui sont peut-être pour certains, évidemment. Ouais, la logique voudrait que ce soit une année de reconstruction, mais est-ce que la Melo Ball, il y pense pareil? Est-ce que même Miles Bridges qui va revenir, qui a quand même, quand il est indépendamment de toutes les histoires extrasportives, c'est un bon joueur de basket. C'est dur. Tu vois, j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas de... Il faudrait que je revoie les années précédentes, tu vois, mais je me dis pas qu'il y a des équipes qui sont vraiment au fond du trou catastrophique. J'imagine presque un scénario pour toutes où ça peut être correct. Même Charlotte, c'est difficile à croire. Charlotte, Ça il y peut a être du correct, talent, en fait. il y a du J'ai talent. Ouais. Sur le Mais Charlotte, papier, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune pièce qui va avec l'autre, en fait. Ouais, ça Même c'est autre le chose. coach, Ouais, qui est un bon coach en lui-même, et je comprends pas comment ça peut marcher avec cet effectif et avec ces joueurs-là. J'ai l'impression qu'il y a rien qui va dans le sens où rien n'est compatible, quoi. Ouais, Et moi aussi, je trouve qu'il y a du talent. C'était une équipe qui, pendant la saison rookie de Lamelo, était pas mauvaise. C'est une équipe qui est rarement au complet au final, donc c'est dur de la juger. L'an dernier, il y avait des blessures de Lamelo, il y avait Miles Bridges qui n'était pas là pour les raisons qu'on connaît. C'est une équipe qui a du talent sur le papier, mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de cohérence. Et en fait, ils sont même pas en fait, Charlotte, ils sont même pas en construction. Ils ont déjà eu leur pic. Ils ont juste mal choisi en fait. Ils ont juste mal drafté. Si tu regardes bien, alors Lamelo Ball, bah, c'était peut-être le meilleur disponible à ce poste-là, mais au niveau de la personnalité, Lamelo Ball, c'est quand même spécial. Après, c'est un All-Star dans le talent, mais j'ai du mal à me dire que toute ta franchise elle tourne de Lamelo Ball. Juste un truc, regardez sa compilation toutes les fois. Je sais, c'est injuste ce que je fais, mais juste cette compilation, ça va vous poser des questions sur Lamelo Ball. La compilation de quand il grille des feux rouges en sortant de la salle avec sa voiture, à la vitesse à laquelle il les grille, et les dangers qu'il prend à chaque fois qu'il sort de la salle des Hornets. Il y a des compilations entières sur Internet. Enfin bref, ça vous montre un peu le bonhomme. C'est un Suicide Squad, vraiment. Si tu regardes des mecs un par un, tu prends Lamelo, Brandon Miller. Brandon Miller on va était voir, dans une histoire de meurtre. Voilà, Miles Bridges, c'est compliqué. Bon, là, Kai Jones a été mis à l'écart, mais c'était quand même pas joli. Et c'est le seul qui a été mis à l'écart, quoi. C'est vrai, ils ont pris le mec dépressif et ils l'ont mis à l'écart, alors que les autres tarés, ils sont toujours là, en gros, c'est ça. En fait, ils sont même pas en construction, ils ont juste mal choisi. Ils ont déjà eu tous les pics normalement nécessaires pour. Tu vois, ils sont au stade où, normalement, tu te dis, ok, on a notre noyau dur de jeunes, et c'est vrai, regarde, Lamelo, Brandon Miller, Miles Bridges, PG Washington, genre là, et il y a un pivot aussi. Mark Williams. Mark Williams. Donc, tu as tes 5 jeunes, et normalement, ils sont censés grandir ensemble et commencer à gagner des matchs. Sauf que, sur le terrain, tu sais pas trop comment ça colle, et les personnalités des mecs font que tu te dis, mais c'est pas des gars qui vont comprendre ce que ça veut dire de gagner des matchs, quoi. En tout cas, pas maintenant, et certainement pas une fois qu'ils sont tous ensemble. Peut-être que si chacun individuellement, tu l'entoures bien, tu le mets dans un autre environnement, un autre entourage, ça peut devenir à chaque fois des joueurs intéressants. Mais là, tous ensemble, sans cadre au niveau de la franchise, avec un coach qui doit avoir 60 ans de plus qu'eux, qui est déconnecté, qui lui-même, il se demande ce qu'il fait là. Ce qui est terrible, c'est que viré avant d'être appelé, quand même. C'est magnifique. Et ce qui est fou, c'est que Steve Clifford, il avait arrêté aussi parce qu'il était sujet à des fortes migraines. Vous vous rappelez de ça, quand même? Mais
Et là, il va en prendre des migraines encore. Il doit être dans c'est- un pire état que moi, là. Tu sais, Ouais, c'est compliqué. Bon, bah, en tout cas, voilà, je pense qu'on a... ça donne quand même un bon panorama de la conférence Est. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez voilà, de la manière dont on voit la hiérarchie et les forces en présence dans cette conférence. Si vous pensez qu'il y a des équipes qui vont être bien plus fortes que ce qu'on imagine ou à l'inverse. Si vous pensez que Steve Clifford va récupérer un sponsoring chez une marque d'aspirine pendant la saison, dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voilà, jeter une oreille ou un coup d'œil au podcast Hoop Culture qu'on sort donc, tous les dimanches maintenant, un podcast en complément de ce qu'on vous propose par ailleurs. Et puis bah voilà, tout le reste, vous savez, l'actualité c'est sur Basket Session, les podcasts, vous savez où nous trouver, la Late Session c'est sur Twitch le mardi soir, et nous on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.